Allô? Bonjour, c'est la Truelle au bout du fil. Bonjour à tous, vous écoutez La Truelle au bout du fil, un podcast qui a pour but de valoriser les étudiants et leurs sujets. Elle nous vient tout droit de Montpellier. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Justine Cérès. Bonjour Justine, tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous et toutes, donc je me présente, je m'appelle Justine Cérès et je suis actuellement étudiante en 2e année de master Mondes Anciens, métier de l'archéologie à Lille, donc sur le campus Pont-de-Bois. En effet, je suis originaire de Montpellier où j'ai effectué ma 3e année de licence après avoir passé 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles qui me préparaient au concours de l'ENS Ulm, donc l'école normale supérieure de Paris. Tout ça doublé d'une licence d'histoire à l'université Paul Valéry de Montpellier. Après avoir obtenu ma licence, je me suis inscrite sur la plateforme Mon Master, comme beaucoup d'autres étudiants, afin de candidater aux différentes formations. Ensuite, j'ai été démarchée par Madame Frédérique Blaiseau, ma présente directrice de recherche, pour intégrer le Master Mondes Anciens, métier de l'archéologie à Lille. Depuis un certain temps, la période antique romaine m'a toujours paru comme ma période de prédilection. Le sujet proposé étant fort intéressant, j'ai alors sauté sur l'occasion afin d'intégrer une formation qui me plaisait, même si elle était située à Lille. Donc tu es actuellement en Master 2 et tu vas nous parler de ton sujet. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est un mémoire de recherche en archéologie ? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est un sacré travail. Il faut cependant savoir qu'un mémoire de recherche, plus précisément en archéologie, donc c'est vraiment un travail académique approfondi à réaliser particulièrement en master, donc souvent sur 2 années, visant à répondre à une problématique scientifique en mobilisant des sources littéraires archéologiques ainsi que des méthodes spécifiques à la discipline et une analyse critique. Il représente souvent une première expérience de recherche indépendante et constitue une préparation essentielle à une éventuelle poursuite en doctorat ou à une carrière dans le domaine de l'archéologie et du patrimoine. Donc le mémoire vise à plusieurs choses. Il vise tout d'abord à contribuer aux connaissances scientifiques en explorant un sujet précis, par exemple l'étude de céramique, l'analyse architecturale, les interprétations de sites funéraires, etc. Il vise également à développer des compétences en recherche et analyse, notamment la manipulation de sources, la mise en contexte historique, les critiques donc de données. Il vise également à se former aux méthodes de travail du chercheur, la gestion de projet, le travail de terrain, l'exploitation des archives et des bases de données, et aide aussi à préparer donc bien sûr une carrière dans la recherche, la conservation du patrimoine ou encore l'archéologie préventive. Donc les secteurs principaux en débouché en archéologie. Au niveau donc de la méthodologie, un mémoire en archéologie suit une démarche rigoureuse qui comprend plusieurs étapes, comme le choix du sujet et de la problématique, donc c'est vraiment le squelette du sujet, la définition d'un thème précis en lien avec les intérêts du chercheur et les lacunes scientifiques, ainsi que la formulation d'une problématique claire et argumentée. On a également l'état de l'art, donc qui est une synthèse de recherche existante sur le sujet, avec l'identification des débats scientifiques ainsi que des lacunes. On a également la collecte des données, donc le travail de terrain avec tout ce qui est fouille, prospection, relevé, études de mobilier, comme par exemple des relevés sur des céramiques, l'outillage, les matériaux de construction. Le travail en laboratoire qui est également très important, qui permet d'approfondir la recherche, notamment via des analyses, la datation, tout ce qui touche aussi à l'ADN, à l'imagerie 3D, ainsi que l'étude des sources écrites, donc tout ce qui est archives, textes antiques et rapports de fouilles, évidemment. On a également l'analyse et l'interprétation de ces données, donc avec le croisement des données archéologiques avec les sources historiques, l'utilisation de méthodes analytiques, donc statistiques, SIG, typologie, etc., ainsi que la mise en perspective des résultats avec d'autres recherches. La rédaction et la soutenance, c'est peut-être ce qui fait le plus peur, entre guillemets, puisque ça constitue vraiment la finalisation du travail et tout ce qui est donc structuration donc du mémoire, ce qui n'est vraiment pas facile avec l'introduction, le développement, la conclusion ainsi que les annexes et donc bien sûr l'examen final de soutenance orale devant un jury universitaire. Donc pour résumer, il s'agit vraiment du premier pas dans le monde de la recherche en tant que premier véritable travail et ou publication dans le milieu donc scientifique. Cela demande beaucoup d'implication et de gestion du stress, mais pas de panique, ce n'est vraiment pas insurmontable. Eh bien merci pour cette explication très complète. Pour revenir à tes recherches, tu as décidé de faire un mémoire sur les tuiles estampillées de Boulogne-sur-Mer, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Mon sujet est d'ailleurs intitulé l'étude des tuiles estampillées de la Classis Britannica à Boulogne-sur-Mer. On peut déjà
décomposer un petit peu les termes du sujet. Donc il s'agit d'une étude comprenant un certain nombre d'analyses sur des artefacts précis, donc des terres cuites architecturales et en particulier ici des tuiles, comprenant à leur surface des estampilles. Et ce sont ces estampilles qui nous intéressent le plus et représentent le cœur du sujet. Ces estampilles sont comme des tampons, des traces d'appartenance à une entité précise nommée la Classis Britannica, qui était la flotte romaine chargée de la surveillance du détroit de la Manche entre la Gaule et l'actuelle Grande-Bretagne. Ces estampilles sont quasiment toutes marquées d'un CLBR, donc pour Classis Britannica. Ces estampilles sont connues des scientifiques depuis le 19e siècle en France et le 18e siècle en Grande-Bretagne, mais leur étude concrète, en particulier du côté français, remonte au 20e siècle dans les années 1960 par le chercheur boulonnais Claude Cellier. Donc 9 sites en particulier se répartissent donc les principales trouvailles de tuiles estampillées dans l'enceinte urbaine de Boulogne. 7 d'entre eux sont au centre de la ville fortifiée où était établi le camp de la flotte et 2 autres sont au niveau de l'hypothétique ancien rivage du fleuve de la Hyène. Donc l'étude de ces tuiles marquées du sigle CLBR permet de mieux comprendre la présence de la flotte romaine en Manche, la Classis Britannica. Cette flotte militaire créée sous l'empereur Claude jouait un rôle clé dans la défense et le commerce entre la Gaule et la Bretagne romaine. Les tuiles estampillées retrouvées sur plusieurs sites de Boulogne attestent de la présence de bâtiments militaires et nous renseignent sur les infrastructures liées à cette flotte. Grâce à une approche croisant archéologie, typologie et analyse pétrographique, cette étude cherche à répondre à une problématique multiple, déterminer où ces tuiles étaient produites, comment elles circulaient et quel était leur usage, servaient-elles uniquement aux constructions militaires ou étaient-elles aussi réutilisées dans des bâtiments civils. Et en quoi l'étude de ces tuiles estampillées est pertinente pour l'avancée de la recherche archéologique ? Les tuiles estampillées sont des marqueurs archéologiques particulièrement intéressants car elles fournissent une preuve matérielle directe de l'existence de la Classis Britannica à Boulogne-sur-Mer. Concrètement, contrairement à d'autres artefacts, elles portent une inscription officielle, donc CLBR, ce qui permet d'identifier leur origine et leur usage avec plus de certitude. Elles permettent aussi d'étudier des aspects liés à la production, la diffusion et l'utilisation des matériaux de construction dans un contexte militaire. Les tuiles estampillées CLBR sont retrouvées sur plusieurs sites de Boulogne-sur-Mer, comme on l'a mentionné précédemment, en particulier dans des zones liées à des infrastructures militaires. Leur distribution permet donc de cartographier l'emplacement des bâtiments de la flotte et de mieux comprendre l'organisation du port militaire. De plus, l'analyse de leur production et de leur circulation nous éclaire sur l'approvisionnement des garnisons romaines et les liens entre Boulogne et d'autres sites du monde romain. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas un médium qu'on a l'habitude de voir dans notre cursus en archéologie. Tu as décidé de te concentrer sur Boulogne-sur-Mer. Tu pourrais nous dire l'importance de ce site durant l'Antiquité ? Donc Boulogne-sur-Mer, qui était connu sous les noms antiques de Gaezoriacum et Bononia, était un point clé du dispositif militaire romain en Manche. Elle servait à la fois de port de ravitaillement et de base pour les campagnes militaires en Bretagne romaine. La présence de la Classis Britannica y est attestée par les sources textuelles, épigraphiques et archéologiques, et les infrastructures portuaires, les casernes et les remparts montrent une organisation urbaine influencée donc par cette fonction militaire. J'imagine que l'étude de ce site devait se présenter sous différentes formes et impressions. Comment tu as fait pour trier et classer cette production ? Alors en effet, les tuiles estampillées se manifestent sous des formes assez variées, surtout les estampilles. Les tuiles estampillées CLBR sont généralement des tégulés, donc des tuiles plates, ou des imbriques, qui sont des tuiles semi-cylindriques, marquées d'un cachet avec l'abréviation CLBR pour la Classis Britannica. Il existe cependant plusieurs variantes de ces estampilles. Certaines sont rectangulaires, d'autres rondes, et elles représentent des différences typographiques, présence ou non de points entre les lettres plus ou moins régulières, etc. Ces variations peuvent être liées à des changements chronologiques, des ateliers différents ou des usages particuliers. Donc c'est grâce à cette typologie que tu as pu déterminer la provenance des tuiles ? L'étude pétrographique des tuiles pourrait en effet montrer qu'elles étaient produites à la fois en Gaule et en Bretagne romaine. Les tuiles trouvées à Boulogne semblent avoir été fabriquées localement, mais des échanges semblent avoir eu lieu avec les Britanniques. On suppose que des tuileries officielles étaient attachées aux unités militaires, comme c'était le cas pour d'autres légions romaines. Cependant, aucun atelier de production de tuiles estampillées CLBR n'a encore été clairement identifié à Boulogne ou dans sa région. L'analyse pétrographique menée par D.P.S. Peacock, donc un chercheur britannique, a mis en évidence deux types de pâtes, l'une plutôt beige
et à grains de quartz, probablement local à Angole, et l'autre rougeâtre avec des inclusions de fer associées au site britannique. Cela montre que certaines tuiles estampillées trouvées à Boulogne ont été importées d'Angleterre, probablement dans un contexte d'échange logistique entre les deux bases navales, Boulogne et Douvres. Tu nous as beaucoup parlé de l'étude de ces tuiles, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur leur fonction ? Alors, les tuiles estampillées CLBR étaient principalement utilisées pour les constructions militaires, notamment dans les casernements et les entrepôts portuaires. Cependant, des exemples de remploi dans des contextes civils ont été identifiés comme sur le site de la rue de Lille, donc dans la ville fortifiée à Boulogne. Cela suggère qu'après l'abandon ou la destruction de certains bâtiments militaires, les matériaux ont été récupérés et intégrés dans d'autres constructions urbaines. Plusieurs sites de Boulogne-sur-Mer ont livré une concentration importante de tuiles estampillées CLBR. Parmi eux, on trouve l'enclos de l'évêché, la crypte de Notre-Dame, donc près de la cathédrale, la rue Saint-Jean et le site du terrain Landreau. Ces découvertes montrent que ces tuiles étaient utilisées pour des bâtiments de la flotte et des infrastructures portuaires. En Angleterre, le site de Beauport Park a livré plus de 1100 tuiles estampillées, ce qui témoigne d'une implantation massive de la flotte. L'étude des tuiles permet de mieux comprendre la structuration de l'espace urbain à Boulogne. Elle nous aide à identifier les zones militaires et à préciser la chronologie des bâtiments. De plus, leur emploi dans des constructions postérieures montre comment la ville s'est transformée après la période où la Classis Britannica était active. Donc on en retrouve d'autres exemples en Gaule, mais est-ce que tu as réussi à faire des comparaisons avec d'autres sites à l'étranger par exemple ? On retrouve des estampilles CLBR sur plusieurs sites en Angleterre, notamment à Douvres, Limne ou Pevensey. Il existe des similitudes dans les types d'estampilles, ce qui suggère une standardisation de la production. Toutefois, il existe aussi des différences, notamment dans la graphie et la forme des cachets, qui pourraient être liées à des ateliers distincts. De plus, en croisant la présence des tuiles estampillées avec d'autres données archéologiques, donc céramique, monnaie, structure, on peut mieux dater des phases d'occupation militaire. Donc finalement, c'est un phénomène qui semble assez étendu. Est-ce que tu penses que cette recherche pourrait être approfondie ? Alors oui, je pense sincèrement que cette recherche pourrait être approfondie puisque c'est le projet justement de cette deuxième année de master, d'approfondir donc ces recherches, ces résultats avec la complémentarité des analyses pétrographiques et chimiques qui permettraient d'identifier la provenance des argiles et donc de reconstituer les circuits de production et de diffusion avec plus d'exactitude. D'autres techniques comme la spectrométrie ou la luminescence stimulée optiquement, abrégée en OSL, pourraient permettre de dater plus précisément les tuiles. L'un des défis majeurs est l'absence d'ateliers de production clairement identifiés. De plus, la question du remploi des tuiles complique l'interprétation chronologique des sites. Il reste aussi à préciser les échanges entre Boulogne et les autres bases de la Classis Britannica, notamment à Douvres, en fonction de ces analyses de matériaux. Pour les étudiants qui nous écoutent et qui chercheraient un sujet, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tu nous l'as déjà évoqué précédemment, mais tu pourrais nous rappeler comment tu as trouvé ton sujet ? Alors, comme précédemment mentionné, j'ai choisi le sujet sous la démarche en visioconférence de Madame Blaiseau. Le sujet m'a tout de suite interpellée, puisque je m'intéressais déjà à la période romaine antique, et que le sujet du bâti et de la céramique m'intéresse beaucoup. De plus, la dimension pluridisciplinaire du sujet alimente l'engouement que j'ai à faire donc au sein de ma recherche, notamment la rencontre de nouvelles personnes, les contacts de chercheurs nationaux ou internationaux, ou les formations à plusieurs dynamiques archéologiques, comme la conservation, le récollement des collections, le classement, la gestion, etc. Pendant tes 2 ans de recherche, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ton sujet ou pour la méthodologie du mémoire ? Alors bien sûr, la recherche est stimulante, mais il arrive qu'on rencontre quelques obstacles lors de la consultation de documents ou de la vérification de sources. Voici les principaux obstacles rencontrés lors de ma recherche. Alors un des principaux, c'est vraiment le manque d'ateliers de production identifiés. Aucun site de fabrication de ces tuiles n'a été clairement mis en évidence à Boulogne-sur-Mer ou dans sa région large. Cela complique l'étude des modes de production et la distinction entre les tuiles produites localement et celles importées depuis l'Angleterre. Le remploi et la dispersion des tuiles, c'est également un problème auquel j'ai dû faire face. Donc de nombreuses tuiles estampillées ont été retrouvées dans des contextes secondaires, c'est-à-dire réutilisées dans des constructions postérieures, parfois civiles, et ce phénomène rend difficile la datation précise des structures militaires où elles étaient initialement mises en œuvre. Les estampilles CLBR présentent également des variations typographiques assez importantes, rendant complexe leur classification et leur datation. Certaines sont incomplètes, ratées ou mal conservées, limitant ainsi l'analyse.
Le manque de documentation et la dispersion des collections fut également un problème. Une partie donc des tuiles découvertes au XIXe ainsi qu'au XXe siècle provient de fouilles anciennes mal documentées. De plus, certaines pièces sont dispersées entre le musée de Boulogne et les collections du service archéologique de la ville, ce qui complique leur étude comparative et l'accès à certaines informations, puisque la législation n'est pas la même. Donc l'absence de mention dans les sources historiques tardives est également un obstacle d'un certain point de vue, puisque lorsque les textes antiques évoquent la Classis Britannica jusqu'au IIIe siècle, les sources littéraires deviennent ensuite plus rares. L'absence de la flotte dans la Notitia Dignitatum laisse planer un doute sur son maintien ou sa dissolution. On ne sait tout simplement pas, et on ne peut rien infirmer ou affirmer donc sur la présence permanente de la Classis Britannica à cette époque. Les limites des analyses scientifiques actuelles, donc l'analyse pétrographique nous aiderait à identifier des différences entre les tuiles françaises et britanniques, mais il reste difficile de préciser les zones exactes d'extraction des argiles. De plus, la datation directe des tuiles par luminescence reste peu utilisée dans ce contexte. Les analyses scientifiques nécessitent des financements importants et les projets sur les tuiles estampillées, bien que prometteurs, doivent souvent composer avec des budgets limités et des priorités de recherche concurrentes. Si les recherches menées en Angleterre, notamment par Peacock en 1977, ont permis d'établir des bases solides, une étude approfondie des estampilles de Boulogne en comparaison avec celles d'Outre-Manche reste à développer. Et par rapport à ces difficultés, tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui souhaiteraient se lancer ? Alors, quand on est en licence ou en début de master et qu'on se lance dans un sujet de recherche, cela peut sembler immense et chronophage, mais pas de panique, on est tous passés par là, et je peux tenter de donner quelques conseils pour bien organiser son travail et avancer sereinement en apprenant à gérer son stress. Donc décomposer son sujet et la méthode, quand on commence un travail de recherche, le sujet paraît toujours énorme, presque insurmontable. Mais la clé, c'est de le découper en sous-parties, ou plutôt en étapes, ainsi que de fragmenter son temps. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup, ce n'est d'ailleurs pas le but, on a 2 ans pour traiter le sujet. Plutôt que de se dire « je dois comprendre toute l'histoire, par exemple des tuiles estampillées de la Classis Britannica », posons-nous des questions précises afin de découper le sujet et d'appréhender les futurs axes de la recherche, comme par exemple quels sites ont livré des tuiles, quelles sont leurs caractéristiques, comment peut-on identifier les ateliers de production. Très important, trouver des sources et faire un état de ces sources. Il ne faut pas chercher absolument à tout lire d'un coup, mais on peut commencer par identifier les ouvrages et articles incontournables. Le mieux est de faire une fiche rapide sur chaque lecture, cela fera économiser du temps par exemple. Donc on peut se poser les questions suivantes, quelle est la thèse principale, quelles sont les sources utilisées, y a-t-il des choses que je pourrais réutiliser dans mon travail. Le plan constitue le squelette donc, de la recherche. Dès qu'on commence à accumuler les infos, il faut déjà structurer son travail avec un plan. Même s'il évolue, il nous donnera une direction et nous empêchera de nous éparpiller. Un bon plan, c'est comme une carte. Tu sais où tu vas, tu peux avancer point par point. Autre chose super importante, ne pas avoir peur de poser des questions à son ou ses directeurs de recherche, aux spécialistes, ne pas hésiter à envoyer des mails. La recherche, ce n'est pas un parcours solitaire. Ne pas hésiter à discuter avec des doctorants ou même d'autres étudiants de la licence ou du master. Parfois, une discussion informelle peut aider à débloquer une idée ou à trouver une nouvelle piste et à adopter un regard neuf sur le sujet. Il faut également accepter d'être incertain et que ce qu'on fait n'est pas parfait. Nous sommes des étudiants, des spécialistes à en devenir, et il est normal de ne pas tout comprendre au début. Il est normal d'avoir des moments de doute. La recherche, c'est un processus et personne ne trouve tout du premier coup. Il faut accepter, même si c'est dur, que le travail va évoluer, que nous pourrons affiner nos idées au fil du temps. Écrire, même si on n'est pas sûr, l'erreur classique, c'est d'attendre d'avoir tout compris pour commencer à écrire. Mais c'est vraiment une mauvaise idée. Il faut écrire des notes, des résumés, des idées, même si c'est très brouillon. Ça nous aidera à organiser nos pensées et on pourra toujours retravailler ça plus tard. Chose à ne surtout pas faire, c'est laisser le mémoire affecter sa santé mentale ou sa santé tout court. Ne pas passer 10 heures d'affilée sur son sujet en oubliant de manger ou de dormir. C'est très bénéfique de prendre du recul d'ailleurs, et de faire des pauses, et aussi de faire autre chose, comme du sport ou dessiner par exemple. Un cerveau reposé, c'est bien plus efficace qu'un cerveau épuisé. Et pour terminer, pourquoi avoir accepté de participer à notre podcast ? Alors j'ai accepté d'intervenir dans le podcast car j'apprécie énormément partager mon expérience ainsi que de tout simplement parler de mon sujet. C'est un exercice très intéressant qui permet d'adopter soi-même un autre regard sur son propre sujet.
puisque nous l'expliquons à des personnes qui ne le connaissent pas en détail. Parler de son sujet, de quelque chose que l'on veut maîtriser, nous aide intrinsèquement à mieux le saisir et à en connaître quasiment par cœur les rouages. De plus, le fait de pouvoir aider et intéresser des étudiants à s'orienter, ou à confirmer ou infirmer leur choix à faire un master à Lille ou ailleurs, constitue un réel mouvement de solidarité. Nous sommes tous passés par une phase de doute au sein de notre scolarité, et c'est normal. Avoir la chance de converser avec ou d'écouter des étudiants plus âgés, ou tout simplement échanger avec d'autres collègues peut avoir une incidence sur nos choix, et nous faire adopter un regard neuf sur un diplôme, un exercice comme le mémoire, ou tout simplement se rassurer pour la suite de son parcours. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir sur ce podcast. Merci Justine d'avoir accepté de venir et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, des suggestions ou si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. On se retrouve le mois prochain pour un prochain sujet. À bientôt!